Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va aborder maintenant les différentes parties du business plan et tous les éléments le constituant. La construction et la rédaction du business plan se font au fur et à mesure de l'avancement du projet et des différentes études que l'on mène. Cette partie montre combien les éléments étudiés dans les différents chapitres vont interagir entre eux et prendre vie pour devenir une histoire complète et cohérente. Alors il faut bien séparer la construction qui se fait de manière itérative et la présentation structurée qu'attendent les différentes parties prenantes. Commençons par le premier élément que l'on va trouver dans votre document, l'executive summary. Ce document doit permettre en 1 ou 2 pages maximum de présenter les aspects principaux du projet. La vision que l'on peut en avoir du côté des entrepreneurs, les concepts, les activités, les objectifs à moyen et leur rentabilité prévisionnelle. Et donc, on va s'attendre à trouver, en termes d'éléments, la présentation du concept et des produits ou services que vous proposez, la constitution de l'équipe d'entrepreneurs, le business model et le positionnement sur le marché par rapport à la concurrence, les principaux résultats, les perspectives de développement, et puis pour terminer, les besoins en financement et les perspectives de rentabilité pour les investisseurs. Ce petit texte est essentiel pour accrocher le lecteur extérieur. C'est un véritable teaser. Il conditionne la lecture ou non du business plan. La plupart des capital risqueurs, des accompagnateurs de projets, se concentrent particulièrement sur ces premières pages. Et si au sein de ces premières pages, il y a du flou, il y a déjà des premières incohérences, il est certain qu'ils ne vont pas perdre leur temps à lire les 30 pages suivantes. Mettez-vous à leur place. Ensuite, on va retrouver 3 éléments. Tout d'abord, la présentation du projet lui-même. Il s'agit de présenter succinctement l'historique du projet, c'est-à-dire l'idée de départ, quelle est son origine, ce qui permet d'arriver à la mission du projet, à la vision qui en découle, ainsi qu'à l'offre de valeur destinée à une cible précise. C'est la promesse que l'entreprise fait auprès de sa cible, c'est-à-dire le bénéfice pour le client. Quand le projet est compliqué à expliquer ou que de nombreux partenaires sont en jeu, des schémas peuvent être recommandés pour la bonne compréhension par toutes les parties prenantes. Deuxième élément qu'on va s'attendre à trouver très rapidement, c'est la reprise du business model qui décrit la valeur que cette nouvelle entreprise souhaite offrir à ses clients par rapport à la concurrence. Le business model, on a déjà eu l'occasion d'en parler, une partie était consacrée à celui-ci, c'est maintenant à cet endroit-là qu'on va le retrouver. Et la suite logique, ça sera de mettre en place la stratégie marketing. C'est-à-dire la présentation de la connaissance du marché pour se faire sous forme de tableau de synthèse. On s'attend donc à trouver par exemple un SWOT, où on va retrouver forces et faiblesses, opportunités et menaces. Là, je vous laisse vous référer à vos cours de marketing. Et puis, on va s'attendre également à ce que vous abordiez les facteurs clés de succès qui doivent être mis en avant, c'est-à-dire les éléments sur lesquels se fonde votre lutte concurrentielle. Et ces critères vont être les mêmes pour tous vos clients. Donc la différence va se faire sur la façon auquel vous allez y répondre. Et bien sûr, il est évident qu'il faut mettre impérativement en avant ces éléments. Si vous n'avez visiblement pas compris quels sont les facteurs clés de succès sur votre marché, évidemment, les solutions proposées vont faire flop. Ensuite, on va s'attendre à ce que vous présentiez également quelles sont les sources d'avantages concurrentiels qui sont les vôtres. Et cette réflexion marque le point de départ de la définition du positionnement de l'entreprise et de la stratégie marketing. Il faut bien se rappeler qu'un avantage concurrentiel doit être avant tout décisif, c'est-à-dire qu'il doit créer
ou permettent de créer rapidement de la distance par rapport aux concurrents. Cet élément doit être également durable, ne pas pouvoir être remis en cause par le marché ou la technologie à moyen terme. Et puis, cet avantage concurrentiel doit être également défendable, c'est-à-dire qu'il repose sur des compétences uniques que ne possèdent pas les concurrents et qu'ils auront beaucoup de mal à acquérir. Et puis ensuite, on va avoir une déclinaison de votre stratégie marketing suivant 3 étapes que l'on va voir maintenant. Le tableau suivant, ici, nous permet de quantifier chaque segment ciblé en fonction des gammes de produits. Vous avez ici une entreprise qui travaille en B2B, qui propose à 3 segments différents ses produits, le segment des PME mécaniques, celui des PME du bâtiment, et enfin les grands groupes. Et puis il va avoir 3 familles de produits, les produits outils coupants, des produits de métrologie, et puis enfin des produits accessoires. Dans ce tableau, les cases qui apparaissent en gris, ce sont les stratégies de concentration sur un segment de marché qui apparaissent. Elles permettent de se positionner comme spécialiste de ce segment. Ainsi, le message envoyé est « Nous comprenons vos problèmes, nous sommes spécialisés ». Par contre, l'entreprise dépend de ce segment. Par exemple, une crise économique dans la filière S1 entraîne une chute brutale de chiffre d'affaires. En violet clair, la stratégie de concentration sur un produit ou une gamme. Le positionnement est spécialiste produit ou spécialiste technologie. Il y a aussi dépendance à ce produit. Si par exemple, une innovation radicale d'un concurrent ou une innovation d'usage entraîne l'obsolescence du produit. Et puis enfin, en bleu foncé, la stratégie consiste à se concentrer sur des segments spécifiques en fonction des produits. Et c'est souvent un héritage de l'histoire de l'entreprise, des opportunités qu'elle a pu rencontrer par le passé. Cet exemple montre que l'entreprise ici a segmenté sa clientèle B2B en fonction de sa taille, des PME ou des grands groupes, mais également en fonction de ses activités mécaniques ou bâtiments. Et ainsi, elle peut adapter son offre en fonction des segments ciblés. Troisième grande partie de notre business plan, c'est aborder les moyens. Pour atteindre le chiffre d'affaires estimé, des moyens sont nécessaires. Il va falloir les recenser, prévoir leur financement, et cela va conditionner bien sûr la réussite du projet. On a ainsi plusieurs grandes familles de moyens. On va tout d'abord rencontrer les moyens marketing. C'est ici le marketing mix qui va être mis en avant, qui est la traduction des actions concrètes de la stratégie marketing. Et on va se situer là au niveau des 4 P. On va commencer par le product. Il s'agit de la politique de gamme, largeur et profondeur de gamme, ainsi que des caractéristiques physiques, taille, composition ou symbolique, nom, couleur, et des services qui peuvent les accompagner, les garanties, mais également les services après-vente concernant nos produits. Ici, il faut se rappeler que le nom d'un produit, ou d'un service, ou d'un concept est important pour la mémorisation par le client. Donc il est important quelquefois de faire preuve également d'ingéniosité. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans la vente de matériel de bricolage, par exemple des ventes privées, peut-être que vous pourriez appeler ainsi votre site internet complètement marteau.com. Le deuxième P, c'est le prix, price. Le prix est souvent associé à la politique de communication, ce qui permet de rendre le positionnement beaucoup plus cohérent. Le prix, bien sûr, va déterminer votre chiffre d'affaires, et il est très difficile d'augmenter ou de réduire un prix qui a été mal fixé au départ. Et donc la fixation de ce prix est importante et va dépendre d'une combinaison de 3 facteurs. Il va dépendre tout d'abord de votre coût de revient et de la marge que vous souhaitez pour vos entreprises. Il va bien sûr aussi dépendre du prix qui est proposé par vos concurrents, votre prix de positionnement. Et puis en troisième lieu, il va également être dépendant de la valeur perçue par la cible potentielle. Là, on va parler alors de ce fameux prix psychologique.
Plusieurs objectifs combinés ou non sont alors possibles. C'est maximiser le profit, augmenter le taux de marge, c'est augmenter le volume des ventes, donc augmenter le chiffre d'affaires. C'est également construire le positionnement de l'entreprise afin que le prix soit en cohérence avec par exemple un positionnement haut de gamme. Et puis c'est optimiser les ventes d'une gamme de produits. Cet objectif, c'est souvent associé par la création de marques différentes. Vous prenez le cas, par exemple, de Renault et de Dacia. Dans ce cas, la politique de prix doit être en cohérence avec la proposition de valeur, et donc avec le business model que vous avez retenu. Le troisième P, c'est celui de la promotion, c'est la communication, et qui va regrouper plusieurs objectifs que l'on peut atteindre par le biais de différents moyens et de différents canaux de communication. Il s'agit d'envoyer un message auprès d'une cible précise, vos clients, vos prospects. Et pour ceci, vous allez avoir peut-être 4 niveaux d'objectifs. Un premier objectif peut être de se faire connaître. Là, vous visez la notoriété. Un autre objectif peut être de susciter l'intérêt, jouer sur l'image. Le troisième objectif, ça peut être de faire acheter votre produit. Et le quatrième, ça peut être de fidéliser sur un terme long vos clients. Ainsi, les principaux modes de communication sont la publicité, la promotion, le marketing direct, les relations publiques et bien sûr la force de vente. Et en fonction des objectifs, plusieurs canaux de communication sont à la disposition de votre entreprise. Ça peut être utiliser les médias, ça peut être utiliser des supports papier, ça peut être du emailing, des SMS, Internet, des applications. Ça peut être aussi jouer beaucoup avec des influenceurs, développer le bouche à oreille, c'est-à-dire le marketing viral. Quoi qu'il en soit, il faut néanmoins penser que se rapprocher d'ambassadeurs qui relient les messages, c'est aussi une stratégie qui peut être une stratégie gagnante. Enfin, le quatrième P, c'est The Place, la distribution, celle qui permet d'acheminer les produits de l'entreprise auprès des clients ciblés. On va pouvoir ainsi distinguer soit les circuits directs, du producteur au consommateur, soit des circuits courts, un seul intermédiaire, ou des circuits longs, cette fois-ci vous avez plusieurs intermédiaires. Avec des canaux de distribution qui peuvent être multiples, on peut passer par la grande distribution, des grossistes, des détaillants, le e-commerce. Et depuis l'apparition d'Internet, on voit apparaître comme ça des logiques de multicanal de distribution. C'est-à-dire que l'entreprise cherche à atteindre sa cible en mixant plusieurs moyens de communication. On parle également de cross-canal pour souligner les synergies entre les différents canaux utilisés. Et puis enfin, on peut rajouter à ceci ce que l'on peut appeler le physical evidence, qui pourrait être le cinquième P. Tous les éléments visuels qui permettent de fournir le service en adéquation avec l'offre de l'entreprise. Le mobilier, les couleurs, la musique, etc. Et l'efficacité du mix marketing repose sur la combinaison des actions menées avec des supports traditionnels classiques, ce qu'on appelle le offline, et celles utilisant Internet, ce qu'on appelle le online. Et tout ceci va relever alors du marketing dit digital. Et ce marketing digital doit créer de la valeur en alliant différentes utilisations d'Internet qui est à la fois un canal de communication, un canal de relation directe avec vos clients, un canal de vente. C'est aussi une méthode pour trouver des prospects. Ça peut être aussi un canal de distribution, un dispositif de service après-vente avec des foires aux questions, des SAV, des forums, des conseils en ligne. Et un dispositif pour consolider ces relations en passant par des offres personnalisées, des enquêtes en ligne, des transactions en ligne, des chats, des services, afin de quelque part fidéliser votre client dans sa relation. Voilà les grands moyens que l'on peut rencontrer, les 4P plus 1. Je peux m'exprimer ainsi. Et puis, nous avons également les autres moyens. Ces autres moyens, c'est par exemple les moyens d'organisation. On va dans cette partie-là recenser tous les moyens mis en œuvre dans l'exploitation de l'entreprise. Nous trouvons notamment ainsi
tous les aspects qui sont liés à la production, ou éventuellement la sous-traitance, le choix des fournisseurs, l'organisation logistique, les aspects liés à la gestion aussi courante de l'entreprise, et puis une dimension plus ressources humaines, par exemple les recrutements à venir et les niveaux de rémunération que l'on peut imaginer. Troisième autre moyen, la technologie. Dans un projet, lorsque la technologie est très présente, il convient alors de préciser quels sont les savoir-faire spécifiques que l'entreprise a à ses dispositions. Et surtout, quel est l'avantage concurrentiel que ces technologies permettent d'obtenir. On doit également, dans cette partie-là, indiquer quelles peuvent être les protections envisagées pour ces éléments-là, notamment, par exemple, tout ce qui peut être éléments brevetés, protégés auprès de l'INPI. Et enfin, troisième autre moyen à signaler, ce sont tous les aspects juridiques. En effet, la forme juridique est un choix et qui dépend beaucoup des objectifs de l'entrepreneur, de l'activité, du nombre de membres de l'équipe, des besoins en capitaux, une approche également fiscale, et quelles sont les perspectives de développement. Et donc là, il va falloir ainsi bien réfléchir à quelle forme juridique on va faire appel. C'est là également, il faut penser à mettre au point les conditions de vente, les contrats commerciaux, suivant le type de produit. Est-ce qu'on fait de la vente en ligne? Est-ce qu'on a des boutiques? Est-ce qu'on est sur du B2B? Est-ce qu'on est sur du B2C, par exemple? Pensez également à tous les problèmes d'assurance suivant l'activité. Si vous êtes un opérateur de tourisme, que vous vendez et créez des voyages, mais il va falloir avoir des assurances particulières. Il va également falloir penser à des agréments peut-être, des agréments de tourisme, si vous voulez créer un tour opérateur. Et donc, tous ces éléments-là, eh bien, vous pouvez par exemple les présenter sous la forme d'un tableau, si vous pensez que c'est important. Évidemment, si il y a des contraintes financières, il faut, pour certains types d'agréments, il faut penser à les préciser. Et puis enfin vient le moment où on va passer à la traduction financière de tous les aspects de l'entreprise. Et c'est cet aspect-là qui est très demandé bien sûr par vos interlocuteurs, et on va avoir une présentation de documents financiers sur les 3 années qui arrivent. Ces documents vont répondre à 3 questions principales. La première question, c'est quels sont les moyens et ressources nécessaires pour mettre en œuvre mon projet. Et là, le document auquel on va s'attendre, c'est le plan de financement initial. Vous trouverez à ce niveau-là un petit fichier qui vous présente ce qu'est un plan de financement. Deuxième question, les ventes permettront-elles de couvrir les charges? Mais cette fois-ci, on compte bien que vous puissiez présenter 3 années de compte de résultats pour votre projet. Troisième question, quel sera le niveau d'activité mensuelle de mon entreprise? C'est cette fois-ci le compte de résultat de la première année qui va devoir être présenté, mais ça on l'a déjà vu, et surtout un tableau de trésorerie mensuel sur la première année d'existence au moins de l'entreprise. Quatrième question, quel est le montant de chiffre d'affaires atteint la première année pour espérer être rentable? Là, on nous saurait proposer un business plan sans qu'il y ait un calcul de seuil de rentabilité à la clé. Et enfin, 5e question, mon entreprise aura-t-elle les ressources suffisantes pour assurer sa stabilité dans les 3 années qui viennent? Et bien là, c'est un plan de financement sur 3 ans qui est attendu. C'est également la présentation des bilans prévisionnels à 3 ans. Donc là, vous voyez que vous avez les éléments classiques, prévisionnels, c'est-à-dire qu'on va s'attendre à ce que vous ayez un plan de financement initial, le plan de financement ensuite pour les 3 années qui viennent. Ces éléments-là sont complétés par les différents types de budget de l'entreprise, budget des ventes, budget des achats, des charges diverses, etc. Ce qui vous permet d'un côté d'obtenir les comptes de résultats prévisionnels des 3 années, des 3 premières années,
Et vous terminez par le bilan, également prévisionnel sur ces 3 mêmes années. Et est attendu et vivement même souhaité quelques compléments. Ça va être par exemple les calculs des seuils intermédiaires de gestion sur les 3 premières années. Ça va être le calcul et l'évolution de la CAF. Ça va être des calculs de ratios tels que par exemple des ratios d'endettement si l'entreprise passe par l'emprunt. Les classiques fonds de roulement et global, besoin fonds de roulement d'exploitation, trésorerie nette sur les 3 années de bilan. Et je mets 3 petits points parce qu'évidemment, vous pouvez bien sûr augmenter le nombre de ratios, les ratios de taux de marge, de rentabilité financière, rentabilité économique par exemple, afin que vos interlocuteurs aient tout ceci. Bien sûr, les annexes peuvent également servir pour une partie de ces tableaux parce que ça prend effectivement beaucoup de place dans un business plan qui doit être très dynamique à l'approche.